Marine Le Pen, aujourd'hui, on a eu confirmation qu'en Égypte, les islamistes avaient remporté les élections, comme ça a été le cas d'ailleurs aussi en Tunisie et au Maroc. Farida Setiti a fait, bonsoir Farida, un récapitulatif de tout ça. Bonsoir. Depuis la révolution tunisienne en décembre 2010, l'Égypte et le Maroc ont aussi connu leur printemps arabe. Un printemps qui a laissé place à l'automne de l'islamisme, assurent les détracteurs. Avec près de 2 milliards d'adeptes, l'islam est la deuxième religion du monde, après le christianisme et devant l'hindouisme. Mais est-ce une raison pour en avoir peur? Alain Juppé donne son explication. Chez nous, il y a plein de partis qui se réfèrent à des valeurs religieuses. Il y a des partis démocrates chrétiens dans nos pays et aux États-Unis, la religion a beaucoup d'influence sur la vie publique. Il y a dans ces partis des responsables modérés, j'en ai rencontré, c'est le cas en Tunisie, c'est le cas au Maroc. Il faut dialoguer avec eux et leur dire, je le répète, quelles sont nos lignes rouges à nous. Et ces lignes rouges, c'est l'état de droit, c'est les droits de l'homme, c'est les droits de la femme, bien entendu, c'est très important. Un avis que partage l'ancien Premier ministre. Selon Dominique de Villepin, au sein de la société, il y a une aspiration identitaire forte à un retour à l'islam qu'il faut prendre en compte. Au Maroc, par exemple, personne ne peut nier l'existence de problèmes importants, notamment de problèmes sociaux. Qui aujourd'hui s'en préoccupe? Qui se préoccupe des difficultés, des injustices? Eh bien, il se trouve que souvent, dans le monde arabe, les partis islamistes mettent en avant des programmes sociaux plus audacieux, plus forts que les autres. Mais regardons du côté de la Turquie, oui, il y a la possibilité, et la Turquie constitue souvent un exemple aujourd'hui pour le monde arabe. En effet, depuis son élection en 2002, Recep Erdogan, qui se définit comme démocrate conservateur ou encore démocrate musulman, a réussi en Turquie à allier modernité occidentale et islam traditionnel. Madame Le Pen, est-ce que Dominique de Villepin a tort lorsqu'il dit que la Turquie, c'est un exemple à suivre? Et n'est-ce pas en effet, est-ce qu'on ne peut pas marier islamisme et modernité aujourd'hui? Écoutez, de toute façon, la question ne se pose même pas. Ils ont voté. Moi, je suis pour la démocratie. Ces pays ont accédé à un fonctionnement démocratique. Par conséquent, ces peuples ont choisi leur avenir. Ils ont choisi leurs dirigeants. Il faut espérer que ces dirigeants ne tiennent pas un double discours et qu'effectivement, ils conserveront les avancées en termes, notamment, je pense, de droits des femmes en Tunisie. Bon, je ne vous cache pas que j'ai quand même un certain nombre d'inquiétudes pour eux. Parce que les 25% des salafistes, s'ils s'allient avec les 36% ou 35% du parti dit islamiste modéré, eh bien les salafistes, ce ne sont pas des islamistes modérés, ce sont ceux qui veulent mettre en place la charia. Mais encore une fois, je crois que c'est au peuple de décider de leur destinée. Moi, en tant que candidate à l'élection présidentielle de la France, je me dis qu'une seule chose. Je ne veux pas que ces partis politiques ou ces gouvernements aient une influence sur mon pays. Je ne veux pas qu'ils, par exemple, poussent des groupes politico-religieux, qu'ils renforcent le fondamentalisme qui monte en France. Je ne veux pas qu'ils trouvent des sources de financement. Je ne veux pas qu'ils aient la moindre influence, en quelque sorte, qui vise à faire avancer des groupes politico-religieux en France. Donc à cela, je m'opposerai avec la plus grande fermeté. Mais justement, Madame Le Pen, dans votre programme, dans le programme du Front National, vous conditionnez l'aide économique au Maghreb, par exemple, à l'arrêt des flux migratoires. Ça veut dire d'abord quoi, d'une part? Et est-ce que cela veut dire aussi que vous refusez toute forme d'immigration? Je pense qu'il y a beaucoup trop d'immigration et qu'il faut la faire baisser de 95%, vous voyez, l'immigration légale. Je pense que nous croulons sous l'immigration. Nicolas Sarkozy a fait entrer près d'1 million d'immigrés légaux dans notre pays depuis son arrivée au pouvoir. Vous voyez bien qu'avec 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, des déficits chroniques dans tous nos budgets, y compris évidemment dans nos budgets de santé, nous ne pouvons plus assumer la présence d'une immigration massive. Quelle solution alors? Ah ben voilà, on va négocier avec ces pays. Et pour expliciter la phrase que vous avez indiquée, c'est que nous allons prendre lien avec les pays dont sont issues ces immigrations, en expliquant qu'il y a un certain nombre d'aides qui leur sont apportées, d'aides financières, il faut que les Français le sachent. Eh bien, ces aides, cette coopération de développement économique sera conditionnée
à leur bonne volonté pour agir directement pour empêcher l'immigration vers la France. Ça veut dire un accord, ce seront des accords bilatéraux. Ça veut dire alors que vous êtes d'accord avec Dominique de Villepin et M. Juppé qui disent justement qu'il faut les aider à se développer démocratiquement et économiquement plutôt qu'à les isoler. Oui, mais nous avons toujours dit ça. Nous avons toujours été pour une politique de coopération, mais il faut des conditions. Or là, ces politiques de coopération sont mises en œuvre sans que jamais on ne demande rien en contrepartie. Eh bien moi, la contrepartie, c'est que lorsqu'on renvoie des clandestins, il faut qu'ils les acceptent, parce que c'est pas toujours le cas. C'est que nous allons pouvoir éventuellement discuter pour que leurs compatriotes qui sont condamnés en France à exécuter une peine puissent exécuter la peine dans leur pays d'origine. Ça fera l'objet de négociations, ce qui nous permettra de vider... Ça vaut aussi pour les Européens, ça ? Mais bien sûr, ça permettra de vider à peu près 20% immédiatement de nos prisons, puisque nous manquons de place. Tout ça, ça fait l'objet de négociations. Mais il faut être ferme dans les négociations. Or, je vous indique que la France est d'un grand laxisme dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Vous allez renvoyer les Allemands en Allemagne, les Romains, enfin condamnés, j'entends. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Mais ils ont la liberté de circulation en Europe. Non, mais et pourquoi pas ? Et pourquoi ne pourrait-on pas négocier avec leur pays d'origine, s'ils sont allemands, s'ils sont roumains, pour pouvoir qui leur permettre d'exécuter leur peine dans leur pays d'origine ? Doit-on obligatoirement prendre en charge l'intégralité des frais que représentent des gens qui sont venus sur notre territoire et qui n'en ont pas respecté les règles ? Juste une question encore qui concerne le monde arabe. Est-ce que la France et d'autres pays d'ailleurs ont raison d'exiger du président syrien Bachar el-Assad qu'il quitte le pouvoir ? Mais je pense que la France doit se mêler des affaires françaises, voyez-vous. Mais c'est pas mal quand même d'exiger qu'un dictateur cesse de martyriser son peuple. Toujours exister. Mais j'aimerais que la France regarde ce qu'elle vient de faire. D'abord, ce qu'elle vient de faire, c'est l'échec tonitruant de la Libye, dans lequel nous avons armé, soutenu, mis au pouvoir des djihadistes, dont nous savions pertinemment qu'ils étaient des djihadistes. Eh bien, la première chose qu'ils ont fait pour remercier les démocraties occidentales, ils ont annoncé la mise en place de la charia. Or, Monsieur Mazerolle, j'ai eu l'occasion de rappeler sur votre plateau que la Commission européenne des droits de l'homme a indiqué, je crois que c'était en 2004 ou en 2006, que la charia était incompatible avec la démocratie. Alain Juppé a dit tout à l'heure qu'il y avait des lignes rouges que la France entendait faire respecter dans les discussions qu'elle a avec et comment il a fait respecter les là pays concernés. Il a fait respecter quoi que ce soit là en Libye ? Non, il a rien dit du tout. Merci Monsieur Juppé. On verra vous voyez le respect dans lequel on tient, si dans le droit lequel des femmes n'est pas respecté en dans lequel le Libye. CNT tient la France. Ils n'ont pas demandé l'autorisation, bien sûr, et ils ont indiqué que la charia s'appliquerait. Et la charia, évidemment, ça va être, Monsieur Mazerolle, le recul spectaculaire du droit des femmes, bien sûr. Et je les plains. Alors justement, Madame Le Pen, vous avez critiqué l'occupation des trottoirs par les musulmans, par les prières musulmanes. À Paris, on a trouvé une solution, à Paris dans le 18e par exemple. Mais alors, est-ce que vous êtes toujours défavorable à la construction des mosquées en France ? Mais j'ai jamais dit que j'étais défavorable à la construction de mosquées. Madame Setiti, j'ai juste dit que cette construction devait se faire avec les finances des fidèles, ni avec les finances de l'État français, ni avec les finances de puissances étrangères, ni en contournant la loi de 1905, c'est-à-dire en accordant des terrains, etc., etc. Moyennant quoi, Madame Setiti, j'avais raison, puisque on leur a mis à disposition à un coût dérisoire un grand espace. Eh bien, c'est la guerre entre les différentes sensibilités de l'islam. L'islam du Maghreb se bat avec l'islam africain et ils ne veulent pas être ensemble dans la même mosquée. Voyez, donc, Madame Le Pen, je voudrais juste vous faire écouter. Ce qui veut dire que l'État ne doit pas se mêler de tout cela. On voudrait vous faire écouter le discours de François Mitterrand. C'était son dernier discours au Parlement européen. C'était en 1995. On l'écoute. J'ai donc vécu mon enfance dans l'ambiance de familles déchirées qui toutes pleuraient des morts et qui entretenaient une rancune et parfois une haine contre l'ennemi de la veille, l'ennemi traditionnel. Je dis cela sans vouloir accabler mon pays, qui n'est pas le plus nationaliste, loin de là, mais pour faire comprendre que chacun a vu le monde de l'endroit où il se trouvait. Et ce point de vue était généralement déformant. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs.
Le nationalisme, c'est la guerre. Escroquerie. J'ai donc vécu mon enfant. Escroquerie absolue. Pourquoi escroquerie? Escroquerie absolue parce que M. Mitterrand a fait croire que le patriotisme et le nationalisme guerrier seraient somme toute la même chose. Et du coup, il a désarmé le cœur des Français en leur interdisant de faire toute démarche et d'avoir tout fonctionnement qui consiste à faire passer l'intérêt de la France en premier. Lui, il a bien vaincu, vous me direz, il a vaincu les préjugés, lui, puisqu'il parlait de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il déjeunait avec Bousquet régulièrement. Donc là, pour le coup, il a bien vaincu ses préjugés. Bon. Mais il n'y a pas de haine, madame. Il n'y a pas de haine à aimer son pays. Il n'y a pas de haine dans le patriotisme. Il n'y a pas de haine dans le fait qu'un dirigeant politique se pose la seule question à chaque fois qu'il a un problème à résoudre. Où est l'intérêt de mon pays et de mon peuple? Ça n'est pas de la haine, ça, c'est de l'amour. Bien, merci Farida. On va passer à la séquence suivante, l'interview du journaliste du Point.